Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, votre rendez-vous quotidien sur Bismart, rendez-vous de l'emploi, des RH, pour analyser, débattre sans langue de bois. Il y aura notre cercle RH, vous connaissez le rendez-vous. Notre débat, on parlera d'emploi avec nos experts et puis on parlera aussi de l'étude menée par l'Association nationale des DRH. Ce sera dans quelques instants, Working Progress, à la rencontre d'entreprises et de start-up qui innovent. Et puis bien dans son job, vous allez le voir, on va découvrir dans quelques instants une méthode, une méthodologie pour accompagner les entreprises et les collaborateurs. Ce sera dans quelques secondes. Mais d'abord, le JT avec Johan Delera. Bonjour Arnaud, on commence avec les derniers chiffres du chômage. Pôle emploi a publié hier un bilan fortement terni par la crise sanitaire. Le mois dernier, la France comptait 4,4 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. C'est 149 000 chômeurs de moins qu'en avril, soit un recul de 3,3%. Mais attention, la baisse est trompeuse. S'il y a moins d'inscrits en catégorie A, c'est parce qu'avec le déconfinement, beaucoup font leur retour dans les catégories B et C. Résultat, le nombre de chômeurs en activité partielle explose, plus 14,2%. Toutes catégories confondues, ça représente 6,1 millions de personnes au chômage, du jamais vu depuis 1996. L'État plus vigilant sur la fraude au chômage partiel. Depuis sa création en mars, le dispositif a déjà coûté 17 milliards d'euros. Le gouvernement veut donc réduire la voilure. Déjà, depuis le 1er juin, sa prise en charge est passée de 100 à 85%. Mais l'exécutif compte aller encore plus loin et promet des contrôles renforcés. Selon RTL, 10 000 entreprises ont déjà fait l'objet d'un examen. 40 000 autres devraient suivre d'ici à la fin de l'été. Annonce faite par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Le risque de fraude est bien présent selon une étude du cabinet d'analyse Technologia. Sur 1 million d'entreprises ayant sollicité une aide de l'État, 24% auraient demandé à leurs employés, pourtant au chômage partiel, de poursuivre leur activité. Et enfin, on termine avec ce projet d'Emmanuel Macron pour favoriser l'emploi. En cette période de crise, le président de la République veut considérablement réduire le nombre de travailleurs détachés venus de l'Union européenne. Une préférence nationale défendue hier par Muriel Pénicaud sur les ondes d'Europe 1. Selon la ministre du Travail, en 2018, plus de 250 000 travailleurs détachés sont venus en France. Depuis octobre 2017, Bruxelles contraint les entreprises à les payer au même niveau que leurs homologues français. Mais l'effet dumping continue de s'appliquer. Les charges sociales sont toujours réglées dans leur pays d'origine, où elles sont forcément beaucoup moins élevées qu'en France. L'exécutif veut aussi renforcer les contrôles antifraude. Les entreprises qui ne joueraient pas le jeu s'exposeraient à des sanctions plus sévères. Merci Johan pour ces informations qu'on va développer d'ailleurs dans le cercle RH. On parlera d'emploi évidemment. Tout de suite, bien dans son job, vous connaissez notre rubrique des DRH bien entendu, mais aussi l'écosystème qui gravite autour de ces DRH. Je vous présente tout de suite dans notre rubrique Marine de Royer. Je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Vous avez créé l'agence Gibraltar. Alors, on y reviendra peut-être sur ce mot Gibraltar, espèce de lien entre deux continents. J'imagine que ça vient de là. On va parler de votre méthodologie. Je la trouve passionnante. Je vous présente brièvement. Vous êtes passée par le privé, puis vous êtes devenue avocate et vous avez créé cette agence avec un fondateur qui, lui, est avocat, mais aussi écrivain. C'est important. On va en parler avec vous dans quelques instants. Comment vous définiriez votre accompagnement de collaborateurs, de chefs d'entreprise ? Moi, j'ai envie de vous dire, si je le résume, vous faites de la médecine chinoise. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une crise où les bombes explosent dans les bureaux, mais vous faites en fait de la prévention. C'est pas du curatif, mais c'est de la prévention. C'est ça ? Effectivement, ça se rapproche plutôt de la prévention. On travaille beaucoup en fait sur l'acculturation, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer les organisations, travailler sur les organigrammes, etc. En revanche, on est là pour accompagner les organisations, les salariés, pour changer de regard sur le travail, le lieu, leurs collègues, etc. Donc on est vraiment sur un changement de culture et de posture pour travailler autrement, différemment et gagner en plaisir de travailler, en efficacité. Pour qu'on soit concret, une entreprise vous contacte, elle a entendu parler de vous, Gibraltar, elle vous dit venez dans l'entreprise, on a tel problème, ou nous voulons régler telle solution, vous venez, qu'est-ce que vous faites ? Alors, en fait, on vient aussi parce que, si on a créé Gibraltar, c'est vraiment parce qu'on a fait le constat que l'entreprise vivait une transformation, une révolution assez forte, en fait, assez profonde, qui est extrêmement aggravée ou intensifiée, en tout cas, par cette crise sanitaire. Bien sûr. Mais donc, que ce soit on intervient principalement sur 3 dimensions, sur le temps, l'espace et la relation. 3 dimensions qui sont très abîmées
compressé par un hyper-productivisme qui fait quand même finalement pas mal de dégâts. Quand on voit sur le temps, on est beaucoup sur l'urgence, sur la compression du temps, sur l'immédiateté. Donc nous, on intervient pour redonner aussi de la perspective, remettre les choses en perspective, travailler sur la mémoire de l'entreprise, et même une mémoire à court terme, de 6 mois, 1 an, mais ce qui est déjà, ou 3 ans, mais ce qui est déjà très fort en entreprise. Mais vous utilisez les codes du roman, du documentaire. Je précise que vous avez tenu la caméra, que vous avez vous aussi réalisé des documentaires. Donc vous avez plusieurs vies, Marine de Royer. Racontez-moi comment on utilise, je dirais, la dramaturgie, les codes d'un roman, les codes d'un documentaire pour transformer une entreprise. Parce qu'on est là pour raconter, en fait. Le storytelling, ce qu'on appelle le storytelling. Oui, ou en tout cas pour... le storytelling, en fait, je trouve que c'est un mot qui est un petit peu, j'allais dire galvaudé, un peu dénigré même. On a l'impression qu'on vous raconte des histoires pour vous faire avaler des couleuvres. Pour vous faire avaler des couleuvres. Alors que là, on est vraiment... si on travaille justement sur la mémoire de l'entreprise, on est là aussi pour raconter ce qui s'est passé, raconter ce qui fonde un collectif, une entreprise. Donc on est beaucoup sur la mise en récit de toutes ces histoires et aussi sur on intervient beaucoup sur les 2 dimensions individuelles et collectives. Donc les histoires vraiment particulières et singulières des salariés constituent aussi cette histoire collective. On est là en fait pour valoriser le patrimoine humain de l'entreprise. Donc ça passe aussi et principalement par les histoires des collaborateurs, par l'histoire de l'entreprise. Et vraiment l'idée, c'est de dire d'où on vient, qui on est et où on va. Alors, je trouve ça formidable. Je regarde ceux qui nous regardent, évidemment. La télévision et l'entreprise est bavarde. On bavarde beaucoup. Parfois, on parle pour ne rien dire. Pas sur ce plateau, bien entendu. Vous avez une méthodologie que je trouve formidable. Vous allez, à travers des ateliers, installer le silence. Et on va repasser par l'écrit. Racontez-moi. Alors, c'est vrai qu'on aime beaucoup le silence. Et on a une méthode, en fait, qui consiste à dérouter. Mais c'est déroutant, oui. Magnifier et relier. Donc dérouter, c'est effectivement amener là où on n'a pas l'habitude d'être. Hors zone de confort. Hors zone de confort. Donc évidemment, en étant très vigilant à ne pas déstabiliser outre mesure les collaborateurs, mais l'idée, c'est de les amener ailleurs. Le pas de côté, comme vous dites. Oui, voilà. Un vrai pas de côté, une expérience autre, un peu déstabilisante, déroutante. Pour ensuite, une fois qu'on a créé les conditions de ces expériences-là, faire en sorte qu'il y ait une sorte de création collective ou d'expérience collective. Donc là, on est dans le magnifier, qui ensuite provoque réellement des liens et permet de relier les collaborateurs entre eux et du coup d'être aussi plus forts pour affronter l'incertitude, etc. Donc le silence fait partie de ces ingrédients qui déroutent et qui permettent aussi une introspection, quelque chose d'être un peu plus sur l'intime, même si ce mot peut faire peur en entreprise. Il sort des choses parfois, Marine de Royer. Il sort des choses, oui, bien sûr. De l'intime, justement. Oui, parce qu'en fait, on travaille beaucoup sur la légitimité à créer, à écrire, etc. Sur la curiosité et sur la sincérité. Donc, on cherche pas à faire de la littérature. Avant tout, c'est plonger on travaille, par exemple, on a un exercice qui s'appelle le jukebox littéraire, où les salariés sont invités à écrire un souvenir en lien avec un moment de leur vie. Ça peut être un souvenir d'école, un souvenir de le premier jour travaillé, la journée de la veille. Ils sont tous ensemble, ils sont tous collectifs. Ensemble. Donc il y a cette écriture collective, ils sont tous ensemble, mais ils écrivent leur histoire singulière. Et ensuite, il y a une mise en valeur, une lecture collective. Donc on a toujours l'élément final qui consiste à valoriser ce qui a été fait et à montrer que toutes ces histoires singulières constituent l'histoire collective. C'est difficile à faire ça. On raconte une histoire singulière, personnelle, intime, et devant des collaborateurs, des collègues, on va présenter son travail. Alors ce qui est toujours hyper important, et on est hyper vigilant à ça, c'est de laisser chacun très libre de se dévoiler ou pas, et de placer le curseur de ce qu'il veut raconter ou pas. Donc il y a vraiment beaucoup d'attention à ça, parce qu'on n'est pas, c'est pas un confessionnal. C'est ça, oui, c'est ça. C'est pas une thérapie non plus, c'est pas une psychanalyse. Non, pas du tout. Et ça produit quoi, ce type d'exercice derrière ? Ça produit déjà de remettre un peu, de raviver des souvenirs, de remettre en perspective aussi une histoire professionnelle et de se dire, oui, ma journée de la veille, le premier jour où j'ai commencé à travailler,
mes aspirations quand j'étais à l'école, etc. Donc ça permet de relier toutes ces petites choses. De relier toutes ces petites choses, d'avoir conscience de tout ça. Et ensuite aussi de découvrir ses collègues sous un autre jour, de les incarner, de les humaniser. De peut-être mieux les apprécier aussi, d'ailleurs. Et donc on est vraiment sur ce changement de regard. C'est en ça que je parlais d'acculturation, et on travaille sur la culture, on change de regard sur son travail, sur le lieu de travail, sur avec qui on travaille et comment on travaille. Comment vous définiriez, parce que vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure sur la médecine chinoise, ça vous a fait sourire, mais il y a un petit côté médecine chinoise, c'est très zen, on travaille sur l'intérieur de soi, c'est ça la méthodologie? Oui. Bah, vraiment sur la curiosité, l'attention et le silence est un élément important pour, à certains moments aussi, arrêter le temps. C'est-à-dire que dans cette urgence et cette immédiateté, c'est de temps en temps faire des arrêts sur image et se dire qu'est-ce qu'on a fait, où on en est en fait. Prendre le temps, et le silence passe par l'écriture évidemment, parce que c'est un temps de silence. Exactement, et c'est des contraintes aussi créatives. Par exemple, vous parliez de l'écriture et du silence. Il y a un exercice qu'on a fait beaucoup, à la fois dans des musées, mais également en entreprise et dans des séminaires, etc. C'est le bal du silence. Le bal du silence. En quelques mots, c'est passionnant ça. On constitue des binômes de manière aléatoire, parce qu'on travaille beaucoup sur le hasard et l'aléatoire. Et les gens se retrouvent 2 par 2, face à face, et ne peuvent communiquer que par écrit en silence. Donc là, en fait, et avec un papier, un crayon. Donc on est vraiment sur quelque chose de sensoriel, d'assez fort. Et on se lit, on se croise. Quasiment, il y a un côté presque un peu méditation. Tellement. Et c'est l'anti-zoom, en fait. Là, on a fait beaucoup de visioconférences où on avait l'impression d'être ensemble, mais on ne se voyait pas, les regards ne se croisaient pas. On se parle pas. Là, on est en vrai. Et on est vraiment sur le langage verbal, infraverbal, sur le langage corporel. On voit l'autre lire ce qu'on a écrit, écrire. Donc il y a quelque chose de très fort. Et tous les participants nous disent, en fait, on s'est dit des choses qu'on ne se serait jamais dit à l'oral. Donc par ces 2 contraintes qui sont le silence et l'écrit, on rentre dans un autre niveau de conversation. Et c'est vraiment un exercice très fort pour souder, pour relier... Je resterai bien encore un quart d'heure avec vous. Malheureusement, le temps est imparti, mais c'est passionnant parce que vous ouvrez d'autres portes. Et avec ce pas de côté, vous amenez le collaborateur à regarder son alter ego, peut-être son supérieur hiérarchique d'une autre manière. Marine de Royer, c'est Gibraltar. Cette agence qu'on vient de définir ensemble, c'est passionnant. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir, parce que vous ne vous prêtez pas facilement au jeu de l'interview télévisuelle. Donc on est très honoré de vous avoir accueilli sur ce plateau. Merci à vous. Tout de suite, Working Progress, vous connaissez évidemment notre rubrique. C'est à la rencontre de start-up et d'entreprises qui innovent. C'est tout de suite. Working Progress, c'est tout de suite et chaque jour avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Fidèle au poste, vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle, et chaque jour, vous connaissez évidemment notre rubrique, nous partons à la rencontre de chefs d'entreprise, de chercheurs, en tout cas de ceux qui inventent le monde de demain. Alors aujourd'hui, il n'est pas avec nous, il n'est pas sur place, il est en visio, c'est très à la mode. Avec qui êtes-vous aujourd'hui? Avec qui est en visio avec nous? En fait, toute la semaine, on a parlé de nouvelles pratiques, d'un nouveau monde. Il y a même le président qui parlait du jour d'après, on est peut-être dedans. Et on s'est dit, est-ce que ce ne serait pas la science-fiction qui pourrait nous aider à comprendre ce monde d'après? Et pour parler de ça, j'ai proposé à Pierre-Antoine Marty de nous rejoindre. Pierre-Antoine, bonjour. Bonjour. Vous travaillez chez LabBrain, qui est une entreprise de conseil en stratégie de marque. Et surtout, depuis 2016, vous avez travaillé sur une thèse sur les représentations du futur dans la littérature d'anticipation, dans la science-fiction. Et donc je pense qu'on est en plein dans le sujet. Et donc, selon vous, aujourd'hui, avec le nouveau rapport à l'espace qu'on a, aux réunions, au télétravail, quel éclairage pourrait nous donner cette littérature ? Bonjour, merci de votre invitation. La science-fiction, ça nous plonge dans nos modes de vie de demain. Donc, en fait, on a vu avec la crise qu'on a vécue. Donc, si on met de côté effectivement tout le côté dramatique, des morts et puis des problèmes économiques que ça pose, on a quand même vu surgir dans notre quotidien un scénario de science-fiction. Il y a beaucoup de gens, pendant le confinement, les premiers jours, on se promenait dans la rue, on voyait les rues vides et on se disait on est vraiment dans Je suis une légende. Et je crois que la science-fiction, c'est une littérature, la littérature d'anticipation, qui nous aide à nous plonger dans plein d'univers possibles, plein de futurs possibles. Et il se trouve que parfois, même les plus surprenants, les plus étonnants,
se réalisent, comme celui qu'on est en train de vivre là. Là, on est typiquement en pleine situation de science-fiction. La visioconférence, bon, c'est pas tout nouveau, mais le fait qu'elle se déploie à une telle vitesse, c'est... Pierre-Antoine, excusez-moi, je trouve ça passionnant, je la pose abruptement. Ouais. Vous avez des références de films ou de littérature qui avaient anticipé ou imaginé ce qu'on a vécu concrètement des villes vides. Moi, j'ai quelques films en tête, mais j'imagine que vous en avez aussi. Vous avez des exemples concrets de ceux qui avaient déjà imaginé ou pensé un monde où un virus venait balayer une ville et faisait que les habitants se recroquevillaient? Oui, alors il y en a beaucoup en fait. Alors c'est soit le virus, par exemple, il y a le roman Je suis une légende, et avec le film qui est venu derrière. Il y a aussi tous les récits post-apocalyptiques où il y a une explosion nucléaire où en fait on peut pas trop sortir dehors, donc il y a des gens qui vivent sous la terre et donc il y a des sociétés souterraines qui se mettent en place et on communique, on sort pas trop, on communique beaucoup avec des technologies comme on est en train de le faire maintenant. Donc il y a pléthore en fait de romans et de films, plutôt les romans d'ailleurs, parce que les romans imaginent beaucoup plus de choses, les films il y en a moins, et qui ont imaginé ça, qui ont imaginé le travail à distance, tout ce genre de choses. C'est la richesse de l'imagination de la science-fiction. Et justement, d'ailleurs, vous en parlez régulièrement. Parfois, on a tendance à séparer la science-fiction de l'entreprise en disant que ces deux mondes ne peuvent pas coexister. Mais pourtant, on voit de plus en plus d'entreprises qui, par exemple, travaillent avec des prospectivistes, avec des gens qui leur disent bah voilà, les futurs souhaitables ou pas souhaitables, ce sont ceux-là, et ça pourrait vous aider à construire vos produits. Est-ce que vous pensez que c'est une démarche qui devrait être un peu plus portée, un peu plus plébiscitée par les entreprises ? Oui, alors déjà, effectivement, il y a la tradition de la prospective. De toute façon, une entreprise, c'est une entité qui est tournée vers le futur, vers l'avenir, pour savoir quels seront ses prochains résultats, quelle sera sa stratégie, vers où on veut aller. Pour revenir à la question, en fait, sans qu'on le sache, il y a déjà beaucoup de science-fiction dans l'entreprise. C'est-à-dire, il y a des secteurs qui sont complètement nourris de la science-fiction, des imaginaires de la science-fiction. Je pense à l'aérospatiale, je pense aux GAFAM, qui ont d'ailleurs bien sorti leur épingle du jeu pendant cette crise, puis à tous les secteurs de la tech. Beaucoup de gens qui sont infusés, qui ont appris un peu cette culture de la SF et qui développent des produits, des idées sur la base de ce qu'ils peuvent voir dans les films ou lire dans les livres. Maintenant, je pense que c'est un art de concevoir le futur qui est quand même très intéressant, la science-fiction. D'ailleurs, ça se développe de plus en plus dans l'entreprise à travers ce qu'on appelle le design fiction, c'est-à-dire l'art d'imaginer plein de possibles, les plus rationnels aux plus incongrus, par le biais des histoires. Parce que quand on fait de la prospective, on imagine un peu le futur de manière un peu abstraite, on essaye de tirer les grandes lignes, les grandes catégories, etc. Mais quand on raconte des histoires, c'est différent. On considère le futur comme s'il était derrière nous. Et on rentre dans le système de « il était une fois ». Et « il était une fois », ça nous ouvre tout un champ de possibles qui a une ouverture à la créativité. Et pourquoi ça peut être intéressant pour l'entreprise ? Ça peut être intéressant pour imaginer des pistes qu'elle n'aurait pas imaginées en temps normal et qui peuvent aider à développer. On parle beaucoup de résilience en ce moment, mais typiquement raconter des histoires. Si des personnes avaient pu envisager des entreprises avaient pu envisager ce qu'on est en train de vivre maintenant et à développer des scénarios, peut-être qu'ils ont réussi à s'adapter beaucoup plus facilement, rapidement, agilement que les autres. Pierre-Antoine Marty, pour faire un peu de philosophie, l'être humain est un aveugle. On ne voit que le bout de son nez. Vous qui avez peut-être une vision un peu plus à long terme, on va vers quoi ? C'est bonne question. Alors le futur, on a tendance à s'imaginer qu'il est écrit dans un grand livre. Et bon, moi, travaillant sur la science-fiction, on peut se dire que je connais un peu ce qui est écrit dans le livre, mais en fait, pas vraiment. Le futur, il est fait d'imprévus. Le futur, il est fait de plusieurs choses. Il y a des tendances lourdes qu'on voit à l'œuvre. La montée en puissance de la Chine, etc. Puis après, il y a surtout ce que nous, les acteurs, ont envie d'en faire. Alors, on est influencé par nos représentations, par nos imaginaires. Donc, il y a effectivement, par exemple, tout la Silicon Valley, toutes les GAFAM qui mettent beaucoup d'argent sur les environnements virtuels, sur l'intelligence artificielle. Donc ça va être quelque chose de très fort. Mais il ne faut pas oublier que, d'une part,
Ça dépend aussi de nos volontés. Donc, il y a ce que les gens disent et veulent, et puis il y a ce que nous, on peut faire. Et puis, d'autre part, il y a des imprévus. Il y a des imprévus qui dépendent pas de nous, comme celui qu'on a vécu là, un virus qui vient, on ne sait pas trop d'où, et qui peut bouleverser, bousculer nos attentes. Le monde d'après, dont on parle beaucoup aujourd'hui, il aurait été impossible il y a 4 mois. C'est-à-dire, il y a 4 mois, on imaginait un monde d'après complètement différent de celui qu'on est en train de créer aujourd'hui. Et justement, parce que la SF, traditionnellement, c'est de l'intelligence artificielle, la robotisation, l'automatisation. On a plutôt l'impression, là, en ce moment, que les gens plébiscitent le retour des métiers centrés sur l'humain, le retour des relations. Il y a un peu le même mouvement dans la SF. On voit qu'il y a de nouveau des romans qui prônent le retour à la Terre. Et est-ce que, aussi, parfois, en fait, la SF, elle se fait un peu rattraper par la réalité, voire elle est un peu... c'est l'inverse qui se produit. La SF a envie de se raccrocher aussi un peu aux aspirations des gens. Ouais, le réel vient influencer la SF. Oui, c'est ça. En fait, ça marche dans les deux sens. Le réel influence la SF, et puis la SF influence le réel. En fait, donc, du coup, qui va gagner alors entre les robots et le retour à la Terre? Les robots et les hommes. Alors, écoutez, vous connaissez peut-être l'entreprise Skynet. C'est l'entreprise de Terminator qui fabrique les robots et qui est justement dirigée par des intelligences artificielles, qui fabrique les T-1000, etc., et qui finit par anéantir l'humanité. Donc ça, c'est le principe du mythe de la singularité. Alors, il faut espérer qu'on ne va pas en arriver là. Oui, il y a de plus en plus d'auteurs il y a beaucoup le thème de l'intelligence artificielle, il a été largement abordé par les auteurs de science-fiction, mais ça ne voudra jamais dire que les humains seront sur la touche. Par exemple, si vous lisez le cycle de la culture de Ian Banks, c'est un futur assez lointain. On imagine une humanité qui est délivrée du travail, grâce aux machines qui s'occupent un peu de tout, mais les machines ont quand même besoin des hommes. Pour régler les problèmes qui demandent un peu de finesse, qui demandent de la diplomatie, du tact. On peut aussi parler du roman Dune, le cycle de Dune, qui va être bientôt adapté au cinéma, ce qui se passe dans un futur très lointain. Et dans ce futur-là, on a eu, ça se passe après une révolution, en fait, qu'on appelle un djihad, le djihad butlérien. Et dans ce pseudo-djihad, les hommes ont interdit les intelligences artificielles. Donc on est dans un futur où il y a plus de machines, en fait, et tout repose sur les hommes, y compris, il y a une nouvelle profession qui est née, qui s'appelle le manta. Le manta, qui est une sorte d'ordinateur humain, voilà. Donc c'est ça qui est génial avec la SF, c'est qu'il y a un champ de possibles, du moment qu'on ouvre les vannes de l'imagination, et on le voit aujourd'hui, la réalité peut dépasser la fiction, donc c'est parfois intéressant d'imaginer des fictions assez surprenantes, parce que la réalité peut être encore plus surprenante. Merci Pierre-Antoine Marty. Vous nous avez ouvert des portes, en tout cas. Vous n'avez pas réglé la solution, évidemment, c'est énorme, mais vous avez quand même ouvert des options. Le champ des possibles. Le champ des possibles, intelligence artificielle ou pas. Merci beaucoup. Vous travaillez chez Labrandt et puis vous êtes aussi doctorant, justement, peut-être pour penser le monde de demain. On continue, Jérémy, travailler demain. On va partir à la rencontre, vous le connaissez, d'une start-up. On la découvre dans quelques instants. Travailler demain. Travailler demain, chaque jour, avec Jérémy Clédal, cofondateur de Welcome to the Jungle, à la rencontre d'une start-up innovante. Avec qui êtes-vous venu aujourd'hui, Jérémy ? Avec Bertrand Billou de Kizio Digital. Bertrand, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. On parlait un peu de science-fiction juste avant. On va peut-être un peu continuer parce que chez Kizio Digital, vous êtes un éditeur de logiciels et vous êtes là pour réinventer le transport et la mobilité des personnes. C'est une start-up un peu particulière par rapport à celle par exemple qu'on a connue, puisque vous êtes une start-up mais à l'intérieur d'un très grand groupe, puisque vous êtes une filiale de Keolis. Alors comment on fait justement dans ce contexte pour repenser un peu la mobilité de demain ? Ce qui est important, c'est de se dire, nous, on est à cheval sur deux secteurs importants, la mobilité, donc ce qui est quelque chose de physique. Les gens se déplacent sur un territoire et prennent un mode de transport, marche à pied, vélo, transport public, covoiturage, ainsi de suite. Et on est sur un monde immatériel, le numérique, où on parle data, on parle IA, comme vous avez précédemment parlé avec votre invité, et algorithmes. Et donc ce monde dématérialisé doit refléter au maximum le monde matériel qui nous sert à nous déplacer. Et nous, en fait, le gros enjeu, c'est de délivrer la meilleure information aux voyageurs au bon moment. Bonne idée. Sur un réseau de transport assez complexe, avec des modes de transport très différents. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir combiner le plus de modes possible ensemble et de faire en sorte que les gens ne soient pas tous dans les bouchons, seuls dans leur voiture. Donc il y a la notion de bouchon, c'est-à-dire l'idée de pouvoir se déplacer en voiture, mais c'est aussi la possibilité, quand on prend un train, par exemple,
de pouvoir savoir qu'il ne partira pas, qu'il partira. Vous êtes aussi sur Exactement. l'ensemble des réseaux. Hein. Exactement. Les perturbations en temps réel, c'est quelque chose de très important. On a à peu près 15 milliards de requêtes chaque année sur nos serveurs. Donc notre logiciel Navicia, qui est en open source... J'espère que ce n'est pas que des retards. Non. 15 milliards de requêtes. Il y a beaucoup de trains qui arrivent à l'heure. Mais on n'en parle jamais, c'est bien connu. Mais on parle souvent des retards, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est ce que vous disiez. Hein. En fait, c'est les transports qu'on connaît, mais c'est aussi les transports de demain, c'est le vélo. Vous êtes aussi dans un mouvement, en tout cas une technologie qui veut rendre aussi la mobilité plus écologique, peut-être plus aussi respectueuse des gestes barrières, en tout cas des sujets sanitaires qu'on connaît. Comment, justement, on peut accompagner les gens dans cette nouvelle mobilité ? Aujourd'hui, on travaille sur plusieurs choses. Alors, déjà, nous, l'objectif, c'est de permettre la multimodalité. On n'est pas contre la voiture, mais le fait de pouvoir savoir où est-ce qu'on peut laisser sa voiture pour prendre un mode alternatif, que ce soit un vélo, que ce soit un transport public. Où on la gare, quel parking. Exactement. Ah oui. Donc, c'est tout un tas de données qu'il faut agréger, qu'il faut retranscrire dans des applications mobiles, sur des écrans, sur différents médias. Et donc, du coup, l'objectif, c'est vraiment d'aller sur ce côté multimodal et d'amplifier ce qu'on appelle les mobilités douces. On parle beaucoup du vélo, des nouvelles mobilités aussi, les trottinettes, les solo wheels, et ce qu'on pourrait appeler finalement la marche augmentée, puisque parfois on voit des gens se déplacer sur des trottoirs quand ils sont assez larges et que c'est pas dangereux, pour gagner, peut-être demain il y aura des exosquelettes qui permettront de marcher plus vite. Donc comment est-ce qu'on orchestre... aussi, il faut être de la science-fiction en fait. Hein. C'est important de se projeter et c'est important de faire de la science-fiction et d'avoir aussi une prise avec le réel. Et nous, on est vraiment sur ces deux mondes-là. Multimodalité, excusez-moi, ça veut dire que je peux être cycliste le matin en partant au travail, puis ensuite je peux me retrouver marcheur, et enfin le soir je prends ma voiture. C'est ça la multimodalité. Et vous allez peut-être prendre une voiture partagée, qui ne sera pas votre voiture personnelle, mais vous aurez accès à une voiture pour rentrer chez vous, parce qu'il y aura un orage ou parce qu'il y aura des choses contextuelles qui vous empêcheront de revenir en vélo. Et parce que moi, c'était un point parce que je voulais absolument évoquer avec vous. Mais vous travaillez sur le futur du transport, mais il y a aussi le futur du travail. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, il y a une très grosse partie de ce que vous faites. La technologie, vous la développez en open source. Donc, bien sûr, vous y contribuez, mais il y a des milliers de personnes qui y contribuent aussi. Et est-ce que l'open source aussi, c'est pas une nouvelle manière de collaborer, de travailler, de casser un peu ces silos à une période où justement on commence à se dire que le contrat de travail ou ce type d'organisation, c'est plus la panacée? Effectivement, on a mis en open source en 2014 notre logiciel Navicia, qui est le calculateur d'itinéraire, le logiciel d'information voyageur. C'était vraiment le cœur du réacteur de ce qu'on faisait. Et en fait, pour nous, c'est super important parce que c'est une raison d'être qui dépasse... Concrètement, il y a des gens qui peuvent l'utiliser gratuitement. Exactement, il y a des gens qui l'utilisent gratuitement, il y a des gens qui contribuent, notamment le réseau de transport Tisséo à Toulouse, qui est l'équivalent du réseau RATP à Paris. Donc là, vous avez des développeurs qui contribuent à Navicia, vous avez des équipes chez Quant aussi, sur la partie Quant Maps, qui contribuent à certaines briques du logiciel. C'est une autre façon de travailler, c'est aussi une façon d'attirer des profils dans un monde, le numérique, où c'est de plus en plus compliqué pour des entreprises comme la nôtre, d'attirer, de donner envie aux gens de venir travailler pour une bonne cause et d'une certaine façon, en open source. Et pour retrouver du sens aussi. Exactement. Avec l'intelligence collective et tout ce qui va avec. Kisio Digital, la multimodalité, le tout sur un smartphone, c'est ça évidemment l'idée et la philosophie, avec des hommes augmentés. Alors là, on est dans la science-fiction. Merci d'être venu sur notre plateau, Bertrand Biniou. Vous êtes le directeur de la communication de Kisio Digital. On se retrouve, non pas demain, puisque c'est le week-end, Jérémy, il faut se reposer. On se retrouve lundi à la découverte de nouveaux entrepreneurs et de nouvelles start-up. Tout de suite, c'est le cercle RH, vous connaissez, c'est notre débat. Et on s'intéresse justement, au télétravail, car l'étude de l'Association nationale des DRH a compris qu'on était en train de changer de monde. On en parle tout de suite. Le cercle RH, vous connaissez notre rendez-vous avec les experts du vendredi. On va essayer de balayer l'actualité. Alors, elle est évidemment centrée sur le télétravail. On en a beaucoup parlé toute cette semaine. Et puis sur l'emploi, bien entendu. On va commenter cette étude du BCG, du Boston Consulting Group et de l'Association nationale des DRH sur l'impact du télétravail. Avec moi sur ce plateau, Marie Humblot-Ferrero. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous appartenez maintenant au cercle très fermé des experts de Smart Job, directrice associée au Boston
Prime Consulting Group. Et on va revenir sur votre étude qu'on va voir évidemment en animation avec des DRH qui se préparent, qui ont déjà intégré l'idée qu'on allait basculer doucement vers le télétravail. Carole Couvert est avec nous. Bonjour. Vous êtes une habituée, alors ça ne fait pas non plus 10 ans, mais depuis la semaine dernière, vous êtes notre experte le vendredi. On est ravis de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du Conseil économique et social et environnemental et que le CESE va se pencher sur cette question de l'emploi et on va en parler avec vous dans quelques instants. Benoît Serre est avec nous, notre consultant Bismart. Vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH. Vous allez bien sûr commenter cette étude sur le travail de demain. Puis je précise que vous êtes ancien DRH de deux groupes importants, Leroy Merlin et La Massif, dans un autre secteur d'activité. D'abord, un tout petit mot, si vous en êtes d'accord, sur l'emploi. Carole Couvert, le CESE va s'emparer de dossiers, va travailler sur cette question de l'emploi. C'est la bonne stratégie qu'utilise Emmanuel Macron, c'est-à-dire, disant, pour le dire simplement, il faut du dialogue social dans l'entreprise. S'il n'y en a pas, vous serez sanctionné parce que vous allez finalement payer plus cher. C'est la bonne stratégie ? Alors, on a les armes dans les entreprises pour un dialogue social de qualité ? Remettre le dialogue social au cœur de la stratégie, oui. Ça, c'est d'accord, une ça, c'est bonne la théorie. Solution. Mais en même temps, il serait intéressant qu'il commence par le pratiquer lui-même. C'est-à-dire que ça fait quelques années que les partenaires sociaux sont décrédibilisés au fur et à mesure du temps qui passe. Et donc, on a aussi le dialogue social que l'on mérite. Je crois qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est d'avoir un dialogue social qui soit loyal, qui soit transparent, dans lequel les chefs d'entreprise, les DRH, n'ont pas peur de mettre les chiffres sur la table, n'ont pas peur de parler des difficultés, parce que les partenaires sociaux sont matures. Vous êtes pour un syndicalisme de construction, vous n'êtes pas sur un syndicalisme d'opposition. Vous dites pas loyal. Qui n'est pas loyal ? C'est le DRH ou le syndicaliste ? Non, j'ai toujours défendu un dialogue social qui soit constructif, dans lequel on arrive à discuter, on arrive à dialoguer, on arrive à faire des propositions aussi, parce que les partenaires sociaux ont cette capacité-là. On se dit nos limites respectives, parce qu'il faut être clair, et on regarde comment on peut cheminer et on peut trouver des solutions qui conviennent à l'ensemble des salariés. L'intérêt, et c'est toujours ce que j'ai défendu, si l'entreprise va bien, l'emploi va se développer et les salaires vont augmenter, ou en tout cas, il y aura davantage de partage de la valeur ajoutée. Je m'autorise à vous dire que ça, c'est très théorique, puisque là, on nous annonce, la Banque de France, 1 million d'emplois détruits, ou 900 000 selon les sources, et qu'on nous annonce des plans sociaux. On est vraiment là, ce que vous dites, est théorique. Alors, pas du tout. Non, pas du tout, parce que... Et Benoît Serre. Il y a quand même un bémol. On ne construit pas le dialogue social en temps de crise. Il faut l'avoir travaillé avant. Donc ça ne marche pas, parce que vous nous disiez qu'auparavant, il n'y avait pas trop de dialogue. Il y a du dialogue dans certaines entreprises. Il faut pas mettre toutes les entreprises dans le même panier. Ce que je dis simplement, c'est que la période de crise nécessite encore plus de transparence, encore plus d'engagement des DRH et des chefs d'entreprise. Et une maturité. Et de temps en temps, d'avoir des réunions avec les partenaires sociaux en disant certaines infos sont confidentielles, elles ne doivent pas sortir parce qu'elles peuvent mettre l'entreprise en risque. En revanche, trouvons des solutions ensemble, partageons l'effort, partageons la difficulté. Pour autant, prévoyons d'ores et déjà le retour à bonne fortune de l'entreprise et la manière dont partagera soit la valeur créée, soit la valeur ajoutée quand ça ira mieux. Il faut donner des perspectives. Il ne faut pas se contenter de partager la difficulté. Les salariés ont besoin de perspectives pour retrouver le chemin de la confiance. La confiance, c'est important. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Maturité du syndicalisme, transparence, loyauté. Tout à fait. Et la période et les chiffres que vous citez sur l'emploi rendent ce dialogue social encore plus nécessaire, en fait. Et cette transparence pour être dans une discussion constructive. Puisque, comme vous le dites, il y a une période de crise, il faut préparer l'avenir, il faut se repréparer à ce que l'entreprise regagne en innovation, regagne en perspective. Et donc, c'est essentiel d'avoir un cercle vertueux en termes de communication entre toutes les parties prenantes de l'entreprise. Parce qu'ils ne vont pas y arriver tout seuls. L'opposition ne générera que des nouvelles crises internes cette fois-ci. Et un danger pour l'emploi d'ailleurs. Exactement. Au final, c'est l'emploi qui est en danger. Benoît Serre, sur ce qui est... parce qu'en fait, à travers la question que je vous pose, c'est notre modèle social qui est en question. Emmanuel Macron avait décidé, dans une première étape finalement, de récupérer, puisque les négociations se passaient mal. Aujourd'hui, il dit sur le modèle allemand, puisqu'on évoque l'idée qu'on s'inspire du modèle allemand, on n'a pas le même syndicalisme, retour au dialogue social. Vous y croyez ? Parce que c'est à la fois parfois lent, compliqué. Si ça passe par branche, ça dure souvent très longtemps. Et là, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Non, d'abord, il faut distinguer le dialogue social
perceptible, médiatique, devant les national, caméras, confédéral, et puis ce qui se passe dans les entreprises. Parce que même dans les pires moments de crise sociale, ça négocie et ça signe dans les entreprises. Et même les syndicats les plus extrêmes signent quand même. Donc ça, c'est un premier point d'espoir. Les syndicats font de la politique, c'est ce que vous dites. Oui, mais c'est normal. Quand vous êtes au niveau confédéral, vous êtes obligé d'en faire. En revanche, je pense que le mouvement initié, pour le coup, par les ordonnances de 2017, qui visaient à renvoyer le plus possible la négociation sur le terrain, vont être très utiles aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elles ont créé une forme de confiance dans la capacité à trouver des solutions adaptées au terrain. Alors, il faut les encadrer, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais quand même. Donc ça, c'est la première tendance. Mais le sujet le moins important, qui a été cité par Carole comme par Marie, c'est la confiance. C'est la confiance dans ce que disent les dirigeants aux organisations syndicales, et c'est la confiance dans ce que les organisations syndicales répondent, s'engagent ou pas. La confiance dans le temps. Et ça, la confiance dans le dialogue social, c'est beaucoup plus important que n'importe quel accord signé, quand même. Bien sûr. Donc ça se construit pas en un jour. Dernier point, on ne sortira pas de cette crise qui a touché tout le monde sur un plan personnel, en fait, intime. C'est la différence de cette crise avec celle de 2008. Qui était financière. C'est que les gens l'ont tous vécu. Exogène. Ils l'ont vécu en étant au chômage partiel, ils l'ont vécu en télétravail, ils l'ont vécu en venant travailler sur site dans des conditions sanitaires risquées, etc. Et donc, on ne s'en sortira pas sans un vrai dialogue social avec, évidemment, l'ensemble des salariés et leurs représentants, mais l'ensemble des salariés aussi. Donc voilà, c'est cet équilibre-là. Je pense que tous ceux qui choisiront des voies contraintes ou violentes. Non, mais il y a la question du temps de travail. Il y a la question de la durée du travail. Il y a beaucoup de questions qui sont sous-jacentes à tout ça. Il y a un autre point, c'est que je pense que tout le monde doit changer de posture dans cette histoire. Tout le monde. Et les dirigeants, et les entreprises quelquefois, et les organisations syndicales, et les pouvoirs publics. Il y a une équation qu'on a vue apparaître dans certains cas avec certaines organisations syndicales et certaines organisations patronales pendant la crise, qui était de dire, les syndicats disaient, vous sacrifiez l'humain à l'économie, et les autres disaient, vous sacrifiez l'économie à l'humain. Tant qu'on est sur ce type d'opposition, d'équation, ça marche pas. Donc tout le monde doit faire un bout du chemin pour comprendre que la règle a changé, parce que le monde a changé avec cette crise. Carole Couvert, l'objectif, je le redis, c'est pour Emmanuel Macron qui est à 2 ans d'une élection présidentielle, parce que la politique n'est pas loin, c'est de sauver les emplois pour éviter une crise majeure et une crise sociale qui est évidemment préjudiciable à 2 ans d'une présidentielle. Oui, mais du coup, pour compléter le propos de Benoît Serre, pour que ce dialogue social, loyal, transparent, avec un changement de posture, donc une responsabilisation de l'ensemble des acteurs soit possible, il faut aussi que les acteurs du dialogue social soient reconnus. Et aujourd'hui, dans certains cas, ça n'est pas le cas. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus aussi. On a aussi le dialogue social que l'on mérite en entreprise. Si on ne respecte pas ses partenaires sociaux, on ne peut pas leur demander de faire le même travail en face. Je n'ai pas précisé que vous étiez la ex-présidente de la CFE-CGC, donc vous avez conduit l'un des syndicats qui faisait partie des 6 syndicats irréfragables. Donc vous avez eu aussi, vous... Les 5, oui, j'en ai rajouté 5. Parce que c'est une erreur. Voilà. Vous avez généré un espoir chez quelqu'un. Un espoir chez l'UNSA, peut-être, ou chez un autre syndicat. On verra les résultats de représentativité en 2021, Absolument. Mais pour l'instant, c'était 5. Mais je ne voulais pas lancer un débat inutile, c'est 5 syndicats irréfragables. Tournons-nous vers cette étude, parce que le lien est direct. Il y a à la fois une crise économique liée à ce Covid, on vient d'en parler, un président qui s'engage et qui fait des propositions, une relance, pas d'emploi détaché, c'est l'actualité du jour, pour essayer de garder nos emplois. Et puis il y a cette étude qui est passionnante, hallucinante. Les DRH ont été sondés. Regardez d'abord cette première animation sur le regard qu'ils portent sur le télétravail. Alors c'est très intéressant parce qu'on la voit, 85% souhaitent son développement pérenne, 93% pressentent un changement de pratique managériale, et puis 2 tiers, je suis obligé de me tourner, attendent des gains de productivité. Comment vous regardez, j'allais dire, cette maturité des DRH ? La crise est encore... C'était hier. Oui. Ils ont déjà intégré cette donnée. Alors, la crise, c'était hier, mais néanmoins, 3 mois passés en confinement, et comme le disait Benoît, tout le monde l'a vécu. Ce n'était pas quelque chose de théorique ou d'expliqué. La digestion de l'information et de la situation est probablement aussi plus rapide parce qu'on l'a vécu. Il a fallu traiter très vite l'emploi, traiter très vite les collaborateurs, ceux qui devaient venir au travail dans des conditions appropriés qu'il fallait aussi gérer, ceux qui sont restés chez eux en télétravail mais qui devaient maintenir une certaine productivité et efficacité. Donc je pense que cette étude, elle est très positive parce qu'on se rend compte que les DRH ont intégré tout ça, mais je pense qu'ils l'ont tellement vécu qu'il y a aussi ça a facilité quelque part la prise de conscience. Vous nous dites, ils se sont aperçus que c'était possible.
Et ils se sont Ah oui, aperçus ils ont que appris c'était en marchant. possible. Ça a levé beaucoup de freins, en fait, parce qu'effectivement... En courant, plutôt en courant, Oui. pardonnez-moi. Non, mais vous avez raison. En France, où il y a quand même encore un certain nombre de managers qui pratiquent le command and control, qui veulent avoir leurs équipes autour d'eux, qui du coup freinent le développement du télétravail, on se rend compte que là, ils ont été obligés de l'accepter et ça a marché quand même. Au final, ça a été quand même positif. Et là, l'étude, il y a d'autres chiffres qui montrent que finalement, ils sont prêts à doubler le pourcentage de télétravail et l'étendre à de nouveaux métiers, ce qui est assez incroyable. Oui, on va le voir parce qu'il y avait des secteurs assez classiques, des services supports, les services clients, bon ça évidemment, mais là aussi il y a eu un effort. Puis il y a d'autres secteurs où effectivement les DRH, mais ce que je trouve à la fois intéressant et détonnant, c'est que les DRH disent, et là ils l'ont vécu, on pense qu'on peut produire, fabriquer encore mieux avec ce mode de télétravail. C'est-à-dire que l'inquiétude, c'est de se dire, on est en télétravail, bon, on va aller ramasser des champignons, on va aller jouer avec ses enfants. Bah, pas du tout. Les collaborateurs ont été efficaces, productifs, voire même au-delà des espérances du DRH. Oui, l'autonomie, finalement, rend plus productif que d'être surcontrôlé. Mais c'est amusant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on a l'air de découvrir que l'autonomie, faire confiance aux gens, on parlait de confiance tout à l'heure, faire confiance aux gens... Ça, c'est une des vertus du Covid. Être convaincu que les gens essayent de faire les choses le mieux possible... génère de la productivité. Mais évidemment que ça génère de la productivité. Mais il faut le dire, il faut l'entendre. Le télétravail qui existait avant le Covid, il y en avait déjà, hein, il n'a jamais été démontré qu'il baissait la productivité. Alors en revanche, les DRH le disent et en même temps mettent une petite alerte immédiatement derrière en disant attention, oui à la génération du télétravail, oui à sa pérennisation, oui à son extension. Hybridation, mais hybridation, mais surtout... Attention, ça touche le modèle de management, ça touche le modèle d'organisation du travail. Ça touche au squelette de l'entreprise. Ça doit être travaillé comme un ensemble et pas comme un espèce d'effet de mode en disant le télétravail, c'est la mode, on va le développer. Non, c'est quelque chose qui se développe avec tout un tas d'autres éléments en parallèle, sinon ça ne marche pas. Mais que la confiance et l'autonomie soient producteurs d'intelligence, d'innovation et de motivation, c'est pas nouveau, mais cette crise nous rappelle qu'il y a des fondamentaux dans la relation humaine dans les entreprises. En tout cas, ça a mis des coups de projecteur sur ça, notamment cette question d'autonomie et de confiance. D'un mot et de plusieurs, le CESE va s'emparer de cette question du télétravail parce que... Nous avons déjà travaillé dessus. Mais là, vous allez forcément essayer de prolonger, puisqu'il y a plusieurs questions qui en découlent. C'est l'encadrement juridique d'un contrat en télétravail, les questions de santé qui en découlent. Est-ce qu'un salarié peut refuser d'être en télétravail, parce que c'est une question qui est posée aux salariés. Beaucoup ont été satisfaits, certains disent mais non, je veux aller travailler. Comment ça se passe ça ? Quel est votre regard ? Liberté, autonomie, on fait ce qu'on veut, on y va, on n'y va pas ? Pour répondre à votre question, Arnaud, nous l'avons intégré au niveau du CESE dans la résolution que nous avons rendue mardi, résolution par rapport à la crise que nous avons appelée Construire demain. C'est ça. Et donc le focus qui a été fait dans cette résolution, c'est de dire il faut regarder les moyens qui sont donnés en matière de télétravail. Il faut faire un retour d'expérience par rapport à la crise parce qu'en fait, nous avons vécu une période de télétravail subie, pas une période de télétravail choisie. Rien n'a été anticipé. On l'évoquait, pas le choix. Et effectivement, tout le monde a fait preuve d'agilité, d'adaptabilité. C'est remarquable. Que ce soit chef d'entreprise, DRH ou salarié, tout le monde a joué le jeu. En en tirant un certain avantage, il faut le dire. Enfin, il faut se dire les choses. Organiser son temps, pouvoir aller faire une demi-heure de... Oui et non. Oui et non. Non, mais je ne sais pas. L'avantage, ça a été, d'abord, ça a permis de poursuivre l'activité des entreprises et donc de limiter les dégâts en matière d'emploi. Donc ça, c'est le gros point positif. Finalement, certaines entreprises ont fait leur révolution, que ce soit numérique ou télétravail, à cette occasion-là, parce que n'ayant pas le choix, alors que quelques semaines avant, elles pensaient que c'était impensable. Et même pour certains salariés, il n'était pas non plus pensable d'être en télétravail. Pour autant, quand je parle de télétravail subi, il y a deux choses dedans. C'est que ça n'a pas été préparé, donc le logement des salariés n'est pas toujours adapté à ce télétravail. Ils peuvent avoir leurs conjoints en télétravail, leurs enfants pour lesquels il fallait faire les devoirs et donc l'école. Oui. Et puis, nous étions dans une période où nous étions privés de liberté de mouvement puisque confinés. Donc pas le choix. Donc c'est un télétravail très atypique que nous avons vécu. C'est le pire du télétravail. Donc maintenant, il s'agit de revenir à un télétravail vertueux qui mixe à la fois du présentiel et du distanciel. Et donc de faire un retour d'expérience. Excusez-moi de leur dire, un équilibre de vie qui permet aux collaborateurs d'être en bonne santé, de bien se nourrir
et de pouvoir produire. Du coup, il y a un accompagnement à prévoir parce qu'on voit que dans cette période-là, tout le monde n'a pas pratiqué d'activité physique. Certains, notamment au niveau de l'encadrement, en enchaînant les réunions, ont très mal mangé. Donc, on a des problèmes d'alimentation. Submergés pour certains. Et donc, qui ont eu des conséquences sur le sommeil. Et donc, il s'agit maintenant, pour le généraliser, parce que cette étude est vraiment très bien faite, elle pointe du doigt beaucoup de sujets, mais je crois qu'il faut imaginer un accompagnement à la fois des salariés et de l'encadrement sur les sujets sport, alimentation, management. Tout le monde n'aura pas la capacité d'être manager d'une équipe en télétravail. Ça implique une formation, voire une reconversion. Et je terminerai par ça. Je pense que certains managers n'auront pas la capacité d'accompagner des équipes en télétravail et qu'il faudra envisager leur repositionnement, leur reconversion en ne faisant aucun dégât à cette occasion-là. Il s'agit de valoriser leurs compétences et de trouver l'endroit où ils s'exprimeront le mieux. Marie Imblot-Ferrero, c'était exactement ce que je voulais enchaîner, puisque dans l'étude, il y a du positif, on voit cette transformation, mais il y a aussi des inquiétudes, et parmi ces inquiétudes, c'est le squelette de l'entreprise est touché, et ses corps intermédiaires, j'allais dire ses managers. Je vous la pose abruptement, parce que le BCG doit travailler sur ces questions, dans l'accompagnement de ses clients. Il y aura des strates qui vont disparaître ou ces managers vont être reventilés? Ou est-ce qu'on dit aujourd'hui, bah oui, effectivement, le télétravail, on n'est plus en direct, on n'est plus dans l'autonomie, donc il y a des corps intermédiaires qui disparaissent? Alors, ce qui est certain, c'est que le mode de fonctionnement de l'entreprise, les pratiques managériales vont devoir s'adapter. Et là, il y a des pas disparaître. Pas disparaître. C'est ça, non, pas disparaître. Il y a des tendances de fond, tout comme le télétravail était aussi bloqué pour passer un peu plus à l'échelle. Il y a des tendances de fond dans l'évolution des pratiques managériales vers des pratiques agiles, vous avez cité le mot tout à l'heure, vers de la délégation, vers de la responsabilisation des collaborateurs, qui sont des pratiques qui se sont accélérées ces dernières années, mais ne sont pas quand même passées à l'échelle. Et là, on se rend compte que le télétravail a aussi forcé les managers à changer. Certains ont pris le pli, d'autres, c'était plus compliqué parce que là aussi, il y a un besoin de formation. On ne devient pas leader agile du jour au lendemain, donc il y a un vrai besoin d'accompagnement. Donc moi, je reste positive. C'est une opportunité, je pense, cette période, de repenser. Exactement, de repenser en fait le fonctionnement du collaborateur, le fonctionnement de l'entreprise, avec du télétravail mais en hybride, parce que c'est difficile quand même d'envisager, d'obliger les collaborateurs à ne plus venir. Il y a la vie sociale aussi. Il y a la vie sociale, mais ça demande une adaptation, beaucoup plus de communication, beaucoup plus de clarté dans les objectifs et dans ce qui est attendu. La mise en place de routines également, parce que être autonome, vous disiez, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Absolument. Ça veut dire prendre un certain nombre d'initiatives, mais les résultats doivent aussi être là. Donc ça touche à la performance des collaborateurs, ça touche à l'exigence que doit avoir un manager, les feedbacks qu'ils vont devoir leur faire. C'est une transformation assez profonde, en fait. Oui. On n'en est qu'au début. Parce exactement. En conclusion, cette étude, elle dit deux choses. Elle dit les DRH sont prêts à muter. Il faut aider les managers à pouvoir traverser, même presque faire de la psychologie. On est quoi? On est au début d'une révolution, Benoît Serre? Vous qui avez sondé les cœurs des DRH, j'ai le sentiment qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle ère de notre organisation du travail. Alors, j'ai l'intuition que oui, parce qu'il y a des raisons objectives qui le font penser. D'abord, les salariés poussent à cela. On voit bien qu'il y a des questionnements sur l'organisation du travail depuis longtemps. Donc il y a une sorte de pression sociale positive, pas au sens de la tension, mais de la pression sociale. Les DRH, comme cette enquête que la NDRH et le BCG ont fait ensemble, montrent que les DRH qui sont des dirigeants d'entreprise poussent à ça aussi, parce qu'ils voient bien les avantages que ça procure. Parce que cette enquête, elle démontre aussi qu'il y a un certain nombre d'avantages à le faire, et ça, de bénéfices attendus et crédibles. Et puis, je pense aussi que d'une certaine manière, cette révolution du travail, elle est attendue à la fois par les partenaires sociaux depuis longtemps, et elle est attendue par les pouvoirs publics, parce qu'elle a des impacts écologiques, également. On n'en a pas parlé. Elle a des impacts très opérationnels de désengorgement des transports, des trucs dont on n'arrive pas à se sortir depuis des mois et des années. Et puis surtout, c'est assez curieux cette crise, parce qu'elle révèle pas grand-chose, elle accélère plein de trucs. Le fameuse loi Pacte, qui instaurait les entreprises à mission ou les questions de raison d'être, c'est une des réponses.
Et pourtant, la loi Pacte, elle ne pouvait pas anticiper le Covid. Donc, vous voyez, donc il y a un mouvement. C'est pour ça que ça va bouger. Parce que la tendance a été accélérée. Elle n'a pas été créée. Merci à vous. Vous allez revenir, parce que si vous souhaitez revenir, évidemment, tous les vendredis. Ça mérite une suite. Il mérite une suite parce que, évidemment, je pense qu'on est au début de quelque chose qui s'ouvre. Tous les sujets. Et puis, c'est aussi une question d'aménagement du territoire. On en fera un débat parce que les cadres veulent tous partir à Angoulême, à Poitiers et à Tours. Oui. Le droit à la déconnexion, il y a plein de sujets. Absolument. Merci Carole Couvert. Vous êtes la vice-présidente du CESE. Merci Marie Imblot-Ferrero, directrice associée au Boston Consulting Group, et qui travaille évidemment sur ces questions. Et merci à Benoît Serre, notre consultant, le vice-président de l'Association nationale des DRH. Tout de suite, c'est notre livre, le livre de Smart Job. Retour dans Smart Job, notre rubrique pour terminer notre émission. Chaque semaine, le livre de Smart Job. Aujourd'hui, j'accueille Alain Missoff. Alors, dans la vie, vous êtes à la tête d'une compagnie d'assurance, et puis le soir, j'imagine, à la lueur de la bougie, vous vous êtes penché bien sur vos racines, votre famille, et vous sortez ce livre avec Philippe Francini, qui est un historien qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Femmes de fer, elles ont incarné la saga Wendel. On dit bien Wendel. Wendel, oui. Saga de l'industrie, de la métallurgie, c'est chez Taillandier. C'est un travail d'historien, puis c'est un travail qui vous touche personnellement parce que vous vous êtes intéressé du côté de votre maman, oui. Qui était une Wendel. On y reviendra à la fin, si on a le temps, qui a été députée de longues années, qui a été à l'Assemblée nationale. D'abord, on n'écrit jamais un livre par hasard, Alain Missoff. Pourquoi vous l'avez écrit, ce livre ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Toute ma jeunesse, j'ai entendu parler de ma famille maternelle et il était toujours question des hommes, des maîtres de forge. Et je savais que 2 femmes en particulier avaient joué un rôle moteur dans le développement de cette entreprise. Les deux premières, Marguerite et Joséphine. Et pourtant, c'était toujours quelques lignes dans toutes les biographies, les livres d'histoire qui ont été consacrés au Wendel. Et je trouvais qu'il y avait une réelle injustice. Alors j'ai sans doute été influencé par le fait que ma mère était assez féministe. Absolument. Et m'avait transmis la peut-être loi sur l'avortement ce virus. 75. Tout à fait. Elle avait été avec Simone Veil très active. Et j'avais toujours voulu corriger cette injustice. Et avec Philippe, nous étions plongés dans les archives familiales, dans des entretiens avec beaucoup de cousins, de oncles. Et est apparue une galerie de femmes qui couvre 3 siècles et qui ont eu un destin chacune étonnant. On a peu de temps, mais Marguerite finit dans le dénuement. Elle reprend l'entreprise, elle est veuve, elle finit dans le dénuement parce qu'on lui a tout pris, c'est la Révolution. Et puis ensuite, il y a des femmes à intuition qui reprennent le flambeau aussi dans des conditions souvent difficiles. Elles ne sont pas toujours des Wendel, c'est parfois des épouses qui reprennent. Tout à fait. Et qui vont acheter un terrain sur lequel on pourra agrandir l'Empire. On achète le terrain de Briey, où il y a du charbon. Et ça tombe très bien, on en a besoin. Ce sont des femmes incroyables. Ce sont des femmes incroyables, très libres. Pas du tout révoltées contre leur milieu d'origine et qui ont un courage indéniable et vont affronter l'histoire à des moments où elles ne s'y attendent pas, souvent en devenant veuves. Leur mari meurt jeune et elle se retrouve à la tête, je pense à Joséphine, qui se retrouve à la tête de l'entreprise et va la diriger, et même être une vraie DRH. Elle va recruter un ingénieur qu'elle va marier à sa fille, qui va devenir son gendre et qui va l'aider à former son fils, polytechnicien, Charles de Wendel, pour reprendre le flambeau ensuite. Alors dans ce livre, il y a des hommes évidemment, il y a des hommes comme Charles qui va s'égayer à Paris, qui va décider d'investir pour créer cette église de la Trinité, 7 ans de travaux avec ce palais, ce magnifique bâtiment. Qui est devenu une école, ce qui est très sympathique, dans le magnifique 9e arrondissement de Paris. Au 10 rue de Clichy. Et puis, il y a aussi, pour aller un peu vite dans notre histoire, des femmes combattantes, des femmes qui perdent leurs enfants à la guerre, des femmes qui sont engagées dans la résistance. Alors ça, vous m'avez posé la question, pourquoi raconter cette histoire ? Il y avait aussi corriger quelques injustices, parce que cette famille a été terriblement attaquée et vilipendée, et c'était pour montrer qu'elle pouvait peut-être être de la haute société et être des résistantes, des combattantes, et des fils qui vont mourir pour la France dans les différentes guerres. Qui va se battre pour laver son honneur. On l'avait accusé d'être pétainiste et il va démontrer qu'il ne l'était pas. Il n'avait pas voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et il avait été Dreyfusard. Et il avait été Dreyfusard. C'est un destin. Il en reste quoi des Wendel aujourd'hui ?
Alors, l'entreprise continue à exister, mais sous une autre forme. C'était les forges en Lorraine jusque dans les années 70, et aujourd'hui, c'est une grande société d'investissement européenne, mais qui n'est plus dans le même créneau industriel du départ, mais qui rassemble toujours les descendants de Joséphine, les 1300 descendants de Joséphine dans son capital, avec des grandes réunions de famille. Et il en reste un esprit. C'est une famille qui reste très entrepreneuriale, qui reste tournée vers le monde moderne, qui n'est absolument pas passéiste. Et ces femmes sont sans doute à l'origine de cet état d'esprit. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont toujours été de leur temps, jamais regardant derrière, et toujours en phase avec leur époque. Malheureusement, ça se termine. On n'a pas le temps de parler. Il faut lire ce livre, et puis on parlera aussi de cette Joséphine Marguerite qui va décider de ne plus faire travailler les enfants à 8 ans de nuit, et qui va enclencher aussi tout un travail social autour qui va créer une sécurité sociale avant l'heure. Absolument. Et donc voilà, il fallait le préciser. Ça fait écho à tous les débats que l'on a aujourd'hui sur les femmes dans l'entreprise, les femmes dans les comex. Ce sont des femmes de tête et qui ont effectivement tenu et fait vivre cette saga Wendel. Alain Missoff, merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. C'est chez Taillandier. C'est un livre qui nous raconte l'histoire de notre industrie, mais aussi notre histoire politique, parce qu'à travers ces femmes, il y a aussi la politique de la Troisième République. Et la guerre avec la maréchale Leclerc. Et la deuxième DB. Et la deuxième DB. Et l'histoire de l'aviation pour être totalement complet. Merci, nous sommes très en retard. Merci à toute l'équipe technique qui m'aide à préparer cette émission au quotidien. Merci à vous, Alain Missoff. Et puis merci à Emma Benassi qui est dans mon oreille chaque jour et qui m'aide à préparer cette émission. Bon week-end à tous, restez fidèles à Bismart.